Vous fixez le visage souriant de l'hôtesse de l'air inhumaine, ses yeux trop grands et trop écartés, ses dents trop aiguisées et trop nombreuses, sa peau brillante et humide, semblable à celle d'un poisson. Elle tient la canette chromée brillante et ôte le couvercle. À l'intérieur, des vers épais et noués se tortillent ensemble. Votre goûter en vole. Affamé ? Moins d'une heure plus tôt, le chercheur est assis dans son bureau à la fondation SCP Site 3A, les yeux collés avec excitation à l'écran de son bureau. Sur celui-ci, il peut voir un flux vidéo en direct diffusé directement depuis la caméra fixée au col de la classe d'Emile 442. Grâce à cette configuration de visualisation à distance, le chercheur pourra observer le premier test habité d'une anomalie récemment acquise, si nouvelle que le dossier officiel est encore en cours de rédaction. En tant que chercheur relativement nouveau au sein de l'organisation, c'est sa chance de marquer l'histoire de la Fondation. L'anomalie est un avion entier récupéré de l'océan Pacifique et amené dans un pavillon sur le site. Comme beaucoup d'objets récupérés par la Fondation, il paraît normal au premier abord. En fait, il semble presque trop normal. Après s'être écrasé dans l'océan, l'avion devrait être endommagé, mais il semble intact. Pas même une égratignure sur l'extérieur. L'intérieur est immaculé, toutes les pièces mécaniques fonctionnent parfaitement. Ainsi, les supérieurs ont approuvé une série de tests pour déterminer ce qui est si étrange à propos de cet avion. La meilleure façon de le faire est de le voir en action. Plusieurs classes D ont été placées à l'intérieur, dispersées dans la cabine. Dans le cockpit, l'agent Kulkarni, le seul agent du site 3A avec une licence de pilote, se prépare au décollage. Il informe rapidement le chercheur par message que tous les systèmes sont opérationnels et prêts. Il est temps pour cet avion mystérieux de prendre son envol et le chercheur a une place au premier rang. Le décollage se déroule normalement, sans incident notable. À ce stade, cela ressemble à une simulation en première personne d'une expérience aérienne classique. Puis, lorsque l'avion atteint son altitude de croisière, l'interphone crépite et une voix enjouée fait une annonce. Bonjour à tous et bienvenue sur votre vol avec Kingfisher Airlines. Je serai votre pilote. Maintenant que nous avons décollé avec succès, assurez-vous de garder vos ceintures de sécurité débouclées. Facilitez un peu notre travail, d'accord ? Le front du chercheur se fronce au son. Ce n'est pas la voix de l'agent Kulkarni. Qui est-ce qui parle ? Il envoie un message à l'agent Kulkarni mais n'obtient aucune réponse. Bien sûr, il est trop occupé à piloter l'avion. Le chercheur note quelque chose sur son bloc-notes, enregistrant la première instance d'activité anormale sur l'avion, puis il reporte son regard sur le moniteur. D'après le flux vidéo, D1442 a débouclé sa ceinture de sécurité, suivant les instructions de l'annonce. Les membres de la classe D ne réagissent pas à l'annonce, sauf pour détacher leur ceinture. Alors que la caméra de D1442 se déplace vers le sol de la cabine, le chercheur se remet à prendre frénétiquement des notes. De l'eau coule dans les allées de l'avion, trempant la moquette au sol. Le chercheur plisse les yeux, notant des points verts dans l'eau. De la moisissure ? Non. Des algues, sans aucun doute. L'eau s'infiltre sous le siège de D1442, trempant leurs chaussures, et le chercheur attend une réaction. Mais elle ne vient jamais. Les classes D semblent ne pas avoir remarqué l'eau de mer qui se déverse dans l'avion. La caméra fait le tour de l'avion, et à la grande surprise et frustration du chercheur, aucun des autres, classe D, ne réagit non plus. Il griffonne encore quelques notes. Cela doit faire partie de la nature anormale de l'avion. Ceux à l'intérieur ne remarquent rien d'inhabituel, même si c'est le cas. Mais pourquoi de l'eau de mer ? Il souligne plusieurs fois la question pour l'accentuer, mais aucune réponse ne se révèle. Du moins, pas encore. Il doit admettre, c'est un peu déconcertant de voir un avion plein de classe D agir comme s'ils étaient en voyage parfaitement ordinaire dans un avion parfaitement ordinaire, alors que l'eau de mer s'accumule dans leurs chaussures, s'infiltre dans leurs chaussettes. Observez les algues dérivant dans les vagues. Le chercheur peut presque sentir le piquant salé du sel dans son nez. Il se demande ce que cela pourrait signifier, et frissonne alors que son imagination s'emballe. Peut-être que l'avion noie ses passagers ? Non, inutile de s'emballer. Il est préférable d'attendre et de voir la suite. Rapidement, le prochain événement dramatique se déroule à l'écran. La caméra tremble violemment alors que l'avion semble subir des turbulences. Comme s'il lisait dans ses pensées, D1442 commente les turbulences et oriente la caméra vers la fenêtre. Tout comme l'eau, D1442 ne voit rien d'inhabituel à l'extérieur.
Mais sur son moniteur, le chercheur peut voir la vérité depuis son bureau, même s'il n'en comprend pas encore la signification. Il est certain qu'un objet est accroché à l'aile de l'avion. Il plisse les yeux, se penche en avant, le nez presque collé à l'écran. Qu'est-ce que c'est ? L'avion tangue à nouveau et l'aile est tirée vers le haut par ce qu'il peut maintenant voir comme une sorte de fil. Il ne peut pas voir où cela se termine. Cela s'étend simplement dans le ciel jusqu'à disparaître de la vue. Et puis D1442 détourne à nouveau la caméra de la fenêtre et le chercheur ne peut plus inspecter le fil emmêlé sur l'aile. La caméra est maintenant braquée à nouveau sur l'allée où deux figures avancent péniblement sur la moquette trempée, poussant un chariot branlant. Alors qu'ils avancent dans l'allée et se rapprochent de la caméra, le chercheur parvient à mieux les observer. Un homme et une femme, aucun des deux ne lui semble familier, tous deux vêtus d'uniformes bleus assortis. Sur leur blazer, ils portent chacun une broche en forme de poisson et d'hameçon. Des chapeaux bleus sont épinglés sur leur tête. Bien qu'il n'y ait rien d'immédiatement dérangeant dans leur apparence, leur simple présence préoccupe le chercheur. Il n'y avait pas d'hôtesse de l'air à bord, pourquoi y en aurait-il ? Au-delà de l'eau de mer et des fils étranges sur les ailes, de nouveaux humanoïdes apparaissent anormalement dans l'avion, se dandinant dans l'allée avec un chariot de boissons. Non, pas des boissons, des canettes de quelque sorte. Alors que les hôtesses de l'air marchent, le chercheur note leurs démarches inhabituelles. Ils se déplacent avec des pas lourds et maladroits, sans rythme, comme un jeune cerf qui apprend à marcher pour la toute première fois. C'est attendrissant pour un bébé animal. Pour deux humains supposément adultes qui sont apparus comme par magie, poussant leur chariot de boîtes mystérieuses, cela donne des frissons dans le dos du chercheur. Alors que l'hôtesse de l'air s'approche de D1442, canette métallique brillante à la main, la caméra capture un aperçu de son visage de près. Ses sourcils trop hauts lui donnent un air étonné, les yeux écarquillés. Non, ce ne sont pas seulement les sourcils. Ses yeux eux-mêmes sont un peu trop grands. Sa bouche est étirée dans un large sourire au rouge à lèvres, montrant juste un peu trop de dents pour que le chercheur se sente à l'aise. Lorsque l'hôtesse de l'air offre la canette à D1442 et qu'il tende la main pour la saisir, le chercheur remarque qu'elle ne cligne pas des yeux. Elle ne parle jamais non plus. Elle maintient simplement ce sourire dérangeant et attend que D1442 prenne la canette de sa main. Puis elle passe au passager suivant. La caméra de D1442 s'incline vers la canette et il retire le couvercle pour en révéler le contenu. Alors que l'objectif se met au point, l'estomac du chercheur se retourne à la vue. La canette est remplie à ras-bord de vers de terre gras et juteux qui se tortillent et se contorsionnent. Le genre d'appât que son père utilisait pour la pêche en famille durant son enfance. D1442 plonge la main dans la canette et en sort un long verre qui se tortille, le portant vers son visage. Non, s'il te plaît, ne le fais pas. Mais ils ne peuvent pas ressentir la répulsion du chercheur, ni même sembler réaliser qu'ils tiennent un verre et non un en-cas d'avion plus conventionnel. La caméra est heureusement détournée du visage de D1442 afin que le chercheur n'ait pas à regarder, mais il peut entendre la mastication humide, et il sait exactement ce qui se passe. Il se couvre la bouche, luttant contre l'envie de vomir alors qu'il regarde le reste de la classe D faire de même, ouvrant leur boîte et commençant à manger les verres un par un. Une fois tous les verres distribués, les deux hôtesses de l'air commencent à se traîner de nouveau dans l'allée, poussant le chariot à travers la couche épaisse d'algues vertes qui recouvre maintenant le sol. Il y en a encore plus qu'il y a quelques instants, et le chercheur ne peut plus voir du tout le tapis en dessous. Les deux hôtesses de l'air disparaissent derrière le rideau à l'avant de l'avion, laissant les passagers seuls avec leurs verres. Rien d'autre d'inhabituel ne se produit pendant près de 2 heures, et le chercheur s'assoit et observe chaque passager dans le champ de vision de la caméra dévorer lentement chaque verre dans leurs boîtes respectives, jetant occasionnellement un regard distrait par la fenêtre ou feuilletant un magazine. Le chercheur commence tout juste à penser que les événements anormaux pourraient être terminés quand le rideau s'ouvre à nouveau. L'hôtesse de l'air est de retour, du moins, il pense que ça doit être elle. La silhouette paraît similaire, mais c'est difficile d'être sûr. Son visage n'est plus visible. À la place, il est enveloppé de fils qui ressemblent à ceux aperçus sur l'aile pendant la prétendue turbulence plus tôt. Les fils sont drapés autour de tout son corps, pendus à ses bras, ses épaules, et effleurent le sol à côté de ses chaussures. Alors que l'hôtesse de l'air commence à marcher dans l'allée, avec ses mêmes pas lents et inquiétants, elle tend la main vers un passager et le chercheur manque presque de tomber de sa chaise de surprise. Ses mains, ce ne sont plus des mains,
Elles ont été remplacées par des hameçons de pêche, d'énormes hameçons de la taille des mains qu'elle avait autrefois. Elle passe devant le D1-442, se dirigeant vers l'arrière de l'avion. Elle disparaît brièvement de la vue, puis réapparaît dans le champ de la caméra. Il y a un passager avec elle, une classe D avec les mains liées derrière le dos, les poignets attachés avec quelque chose de mince et transparent. Le chercheur se remémore une fois de plus les voyages faits avec son père. Fil de pêche, l'homme est lié avec du fil de pêche. Il suit l'hôtesse de l'air avec une expression docile, apparemment indifférent à son état de captivité, aux étranges fils et à ses mains en forme de crochet. Alors que l'hôtesse de l'air et le passager passent devant la caméra, le chercheur peut voir qu'il s'est trompé. Elle n'a pas qu'un seul passager avec elle. Elle en a 5, tous avec les poignets liés par une ligne de pêche, tous la suivent, sans un mot de protestation ou de tentative de résistance. L'hôtesse de l'air et les 5 passagers disparaissent tous derrière le rideau. D1-442 place la boîte de verre, maintenant vide, dans la poche arrière du siège devant lui. Ensuite, le calme revient un instant. Seul le flot constant d'eau de mer envahissant les allées et remplissant la cabine centimètre par centimètre persiste. L'eau atteint désormais les genoux de D1-442 et continue de monter. Pourtant, il ne bouge pas. Tout à coup, l'avion secoue violemment. Le regard de D1-442 et la caméra avec lui se tournent brusquement vers la fenêtre. Là, des formations de nuages tourbillonnent rapidement dans l'air, déversant des seaux d'eau. Un éclair illumine le ciel assombri pour un instant. Dans cet instant, bien que bref, le chercheur peut distinguer une forme étrange serpentant dans l'air, se faufilant entre les nuages. Un autre éclair les révèle. S'il a raison, il s'agirait précisément d'anguilles électriques. D1-442 ne voit pas les anguilles, mais semble être affecté par le changement soudain et dramatique du temps. Il rit nerveusement, la voix légèrement tremblante, et remarque que cet orage n'était pas prévu sur la chaîne météo ce matin. L'avion tremble à nouveau alors qu'un autre éclair perce l'obscurité, révélant de plus en plus d'anguilles. La fenêtre elle-même vacille, le verre commence à fléchir sous la pression de l'eau à l'extérieur, de plus en plus se déverse contre elle. Crash! Le verre se brise, l'eau s'infiltre par la fenêtre ouverte, là où devrait souffler un vent rugissant. Une anguille traverse la fenêtre en volant et atterrit sur les genoux de D1-442. Elle se débat furieusement d'avant en arrière, tandis que D1-442 l'ignore passivement. Le niveau de l'eau monte rapidement, recouvrant les jambes, la poitrine de D1-442, jusqu'à ce que l'eau submerge l'objectif de la caméra. La caméra est heureusement équipée pour la prise de vue sous-marine, bien que le chercheur n'ait jamais cru cette fonction utile lors des tests d'un avion anormal. Elle continue à capter la vidéo, affichant tout sur le moniteur alors qu'elle commence à trembler violemment. On peut entendre le bruit d'étouffement, alors que D1-442 tente de continuer à respirer normalement, même avec de l'eau qui inonde sa bouche et ses poumons. Il suffoque et tousse, se noyant peu à peu, inconscient d'être submergé. La caméra commence à dériver vers le haut, s'éloignant de sa place sur D1-442. Lorsqu'elle atteint le plafond, elle pivote et révèle le corps inconscient de D1-442, flottant là-dessous. Le reste des passagers, ceux qui n'ont pas quitté avec l'hôtesse de l'air plus tôt, dérivent également dans l'eau, inconscients ou pire. Leurs corps sont recouverts de verre, les algues d'avant poussant sur eux. Le chercheur écrit maintenant avec fureur, notant chaque détail. Quand il finit d'écrire, il attrape son téléphone. Il doit reprendre communication avec l'agent Kulkarni et élaborer un plan d'extraction avant que l'homme ne se noie, s'il ne l'a pas déjà fait. Le téléphone sonne sans réponse. Il aurait dû s'y attendre. Il a sans doute aussi subi des dégâts des eaux. Le chercheur s'apprête à contacter le directeur du site pour savoir quoi faire quand la caméra détecte un mouvement derrière le rideau. Quelque chose émerge du cockpit. Le rideau est poussé sur le côté et l'agent Kulkarni surgit. Il semble respirer régulièrement, malgré le fait qu'il soit sous l'eau. Il a l'air terrifié, désorienté, mais sinon non affecté par le chaos qui se déroule autour de lui. Ses yeux s'écarquillent, ses paupières battent, et il s'effondre au sol. Son corps convulse, comme s'il avait une crise. Il ouvre la bouche comme pour crier, mais aucun son ne sort. Eh bien, au moins, aucun son ne sort. Quelque chose d'autre le fait. Sa mâchoire s'ouvre de plus en plus encore et encore. Sa mâchoire se décroche comme celle d'un serpent ou d'une anguille, pense le chercheur. Il y a un éclat de métal au fond de sa gorge et tout à coup, un grand hameçon de pêche sort en fusée de sa bouche. Un autre le suit, puis un autre, et encore un autre,
tous reliés à une ligne de pêche qui semble venir du fond de l'estomac de l'agent Kulkarni. Quelles que soient les forces anormales qui ont modifié l'avion, l'ont rempli d'eau, ont créé des anguilles et des hôtesses de l'air, elles l'ont aussi modifié. Les hameçons traversent l'eau, bougeant de leur propre gré, et se fixent aux passagers restants. Certains s'accrochent à leurs vêtements, d'autres plus profondément, le sang colorant l'eau. Un élément mystérieux, non visible par la caméra, saisit la jambe de l'agent Kulkarni et l'entraîne dans l'obscurité derrière le rideau. En partant, son corps tire la ligne de pêche, entraînant les hameçons et les passagers avec lui. Un par un, ils disparaissent de la vue jusqu'à ce que l'avion soit vide. L'interphone crépite, incroyablement sous l'eau, et la même voix méconnaissable parle. Merci d'avoir voyagé avec Kingfisher. Un silence, suivi d'un bruit statique. La transmission vidéo a été perdue. Le chercheur furieux jette son bloc-notes contre le mur. Ils ont perdu un avion entier plein de classe D, et son collègue apprécié, et n'ont reçu aucune réponse concrète à propos de l'avion. Si quoi que ce soit, il a beaucoup plus de questions, dont l'une est « Où est l'avion maintenant ?» Une équipe de récupération parvient à localiser l'avion dans un endroit surprenant. Il atterrit quelques heures plus tard au même endroit où il a décollé. Il devrait être endommagé, rempli d'eau, couvert de fenêtres brisées et des raflures causées par ses crochets. Mais il est aussi impeccable que lorsqu'ils l'ont trouvé. Pas une goutte d'eau ou un brin d'algue à voir, aucun signe de ses passagers non plus, ni du capitaine. La seule chose dans l'avion qui n'était pas là avant est la caméra, complètement sèche, assise dans le siège D1442 comme si rien ne s'était jamais passé. La vidéo locale confirme le témoignage du chercheur. Tout ce qu'il a vu semble être complètement réel. Tous les vols d'essai prévus qui devaient suivre ce premier sont annulés en raison des préoccupations du comité d'éthique, ainsi que des préoccupations budgétaires liées à la perte de personnel. Le chercheur rend ses notes, son travail est terminé. Puis il demande un transfert à une autre mission, il en a assez de SCP-3-531. Je ne peux pas dire que je lui en veux. Je n'ai jamais été fan de voler en premier lieu, mais cette anomalie a introduit un nouveau niveau de terreur dans l'expérience. SCP-3-531 est un avion de ligne Boeing 737 qui est sans particularité à première vue. L'extérieur et l'intérieur semblent normaux et lorsque l'avion n'est pas en vol, il est complètement non anormal. Cependant, lorsque SCP-3-531 est en vol, c'est une autre histoire. Les photographies, vidéos et enregistrements audio pris à l'intérieur de l'appareil pendant qu'il est en l'air montrent des formes de phénomènes anormaux basés sur l'eau, ainsi que des figures humanoïdes qui se manifestent et agissent comme des hôtesses de l'air, malgré le fait qu'elles n'étaient pas présentes avant le décollage de l'avion. Cependant, malgré ces phénomènes manifestement inhabituels, les observateurs sont soit ignorants, soit réticents à les reconnaître. Même face à des preuves vidéo, ils refusent d'y croire. Les témoins extérieurs ne semblent pas affectés. L'ignorance ou l'incapacité à percevoir les anomalies se limitant aux personnes physiquement présentes dans l'avion. SCP-3-531 a été découvert par la Fondation SCP lors d'une inspection de routine des images de la boîte noire de l'avion par la force d'intervention mobile Lambda 4, les observateurs d'oiseaux. Les images contenaient l'audio enregistré suivant. Je vais te livrer ta cargaison malgré les retards dus au traitement. Je sais combien de fois je l'ai répété. Capricieux. Non, je le jure, c'est une simple question de logistique. Les vêtements sont le problème principal. Nous ne pouvons pas les enlever en plein vol, alors. Ce ne sont pas les accompagnateurs, mais ils travaillent bien. Il est ardu de persuader les passagers qu'ils sont sur un vol ordinaire. Les amener à se préparer de cette façon serait... Non, je suis désolé, ça va. Allez bien, juste, ça ne devrait pas prendre beaucoup plus de temps. L'envoi sera... La voix sur l'enregistrement a été identifiée comme celle de Janet Kaminski, une pilote disparue présumée morte avec l'équipage et les passagers du vol. Comment sont-ils tous morts? L'avion s'est écrasé dans le Pacifique. Je ne peux pas être certain de ce qui s'est passé, mais si je devais deviner, je dirais qu'elle a finalement fait cet envoi. SCP-3-531 est stocké dans le pavillon du site 3A. Les tests avec SCP-3-531 ne peuvent être effectués qu'à la discrétion du directeur du site. Les détails sur la nature de SCP-3-531 sont rares, du moins pour quelqu'un qui n'est pas affecté à son équipe de recherche. Le mieux que je puisse supposer est ceci. Kingfisher n'est pas une compagnie aérienne légitime, vous l'avez sûrement déjà deviné.
Je crois qu'ils sont une entreprise qui sert des clients intéressés par la pêche, bien que pas pour ce que nous pourrions considérer comme des poissons traditionnels. Il semblerait que des humains soient chargés sur cet avion anormal et y soient bien gardés, assis et dociles, pour que les clients de Kingfisher puissent les capturer. Qui que soient ces clients, probablement les voient de l'autre côté de l'appel téléphonique de Janet Kaminski. Ils pêchent des humains en utilisant des moyens anormaux. Le nombre d'envois effectués avec SCP-353, un avance saisi par la Fondation, est inconnu. La compagnie aérienne fictive, l'avion, les hôtesses Tara de l'air, tout était parfait pour la ruse et les victimes sont tombées dans le piège corps et âme. Rejoignez le Patreon du Dr Bob et devenez un jeune chercheur dès maintenant. Allez maintenant regarder une autre entrée des dossiers du Dr Bob comme SCP-2789, malbouffe maléfique autoréplicante.